je le sens pas aujourd'hui. Si moi non plus, je le sens pas, mais quand je le sens pas, je prends un papier, je griffonne, je fais des trucs. Je peins n'importe quoi, je cherche pas à faire quelque chose, je fais. Donc si tu veux, j'ai découvert le Japon par une lecture. J'ai mon père ramené moi un bouquin et il m'a ramené un bouquin de Mishima, par hasard. Ça, j'ai lu ce bouquin, j'ai pas compris grand-chose à vrai dire, mais ça a éveillé en moi une espèce de curiosité, sortir du cadre, du contexte très rigide de la peinture et de rencontrer des gens. C'est un travail solitaire quand même, hein, ici on est à l'atelier tout seul. Bah, c'est un travail quotidien, type une salarié de la... Non, non, mais je bosse tous les matins, 9h. Petit déjeuner, boulot. Je vais recouvrir ça parce que ça marche pas. Je prends mon pinceau, j'ai mon pop-up. Et à la sortie, oh, c'est génial. J'ai mis en galerie. Le gars m'appelle 2 jours après, il est vendu. Nous, quand on parle artisanat en France, on a une autre image Ouais. que l'artisanat au Japon qui sont des œuvres d'art, quoi. D'accord. Merci Dominique. Mais je t'en prie, merci d'être venu jusqu'ici. Bah de rien, c'est un peu aussi une expérience pour moi d'essayer de monter le studio chez quelqu'un. Ouais. Mais c'est vrai que le lieu donnait vraiment envie de le faire. Mhm. Et je trouve que c'est voilà, rendre un hommage à ton travail et rien de mieux que de pouvoir t'interroger là où tu le fais. Ouais. Même tu me disais que c'est pas là que tu l'as toujours fait. Parce que tu as eu des ateliers à d'autres endroits, Ouais. tu as beaucoup voyagé. Combien de temps maintenant ça fait que tu es dans cet atelier Alors ici? ici, ça fait, je suis rentré aux États-Unis, donc en 2018, ça fait 7 ans. 7 ans que Voilà. tu travailles dans Ouais, ouais, ouais. dans Et cet avant, j'avais un atelier à Osaka. Mhm. Euh, je faisais l'aller-retour tous les jours. Donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de perdre à chaque fois 1 heure aller, 1 heure retour, alors que j'ai ici un espace qui est vide et qui ne sert à rien. Donc bon, on a décidé de casser ici. Il y avait 2 pièces japonaises. On a tout cassé, on a fait casser les murs, casser les plafonds pour avoir un espace de travail intéressant. Et puis après coup, je me suis dit, oui, tiens, c'est peut-être mieux de concentrer mon travail ici. Et puis voilà, donc on a laissé tomber Osaka. L'avantage, c'est ça. L'inconvénient, c'est d'être à Osaka aussi. On rencontre plus de gens. C'est plus dynamique. Voilà, c'est un peu différent. Mais bon, je me suis rendu compte que finalement, les galeries viennent jusqu'ici, elles amènent les collectionneurs potentiels et voilà, c'est pas plus mal. Ça crée une expérience Oui, en lui-même et c'est vrai que pour nos auditeurs, ce qui est vraiment intéressant dans ton atelier et ce qui, enfin, moi, m'a tiré l'œil en tant qu'architecte d'intérieur, c'est vraiment cette approche où tu as un appartement avec un dessin très japonais dans le style, dans les murs, mais avec toutes des touches de mobilier contemporaine et on rentre dans ton atelier où tout est blanc, tout est un peu béton, contemporain et cette transition, je la trouve magnifique. Donc, ouais. Ben, on a la chance d'être tout en haut de notre immeuble, ce qui fait que quand on a cassé le plafond, ben, moi j'étais pas au Japon à ce moment-là, on m'a dit, ah, et qu'est-ce qu'on fait là? On arrive à 5 mètres sous plafond. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on met un faux plafond? Donc je dis non, surtout pas, envoyez-moi des photos, je vais regarder, mais en voyant l'espace, le volume, je dis non, on ne touche à rien, on laisse comme garde, ça. on garde. Voilà, ça donne une facilité de travail aussi, de ne pas avoir de ne pas être conditionné par un plafond. Ah, Donc du coup, je peux me permettre de faire des pièces qui font 2-3 mètres de haut, sans la contrainte du plafond. Visuellement aussi, c'est important de ne pas avoir souvent les plafonds, si au Japon, sont 2,50 m, c'est un peu bas, quoi. ouais. Donc avoir cette ouverture, c'est vraiment, vraiment super. Ouais, puis ça crée une autre expérience Ah parce oui, que oui. tu es dans ton couloir avec justement un plafond bas et tu ouvres et tu arrives sur ce parquet et toute cette ouverture sur le plafond. On voit pas à l'image, mais c'est vrai que ça crée une autre expérience Oui, oui, quand on arrive. oui. Et alors moi, ce qui m'intéresse un peu d'explorer avec toi, c'est vraiment passer un petit peu et comprendre tes origines, comment tu es arrivé ici au Japon, pourquoi le Japon, pourquoi la peinture, enfin pas que la peinture, mais qu'est-ce qui t'a amené à être artiste au Japon et surtout qu'est-ce qui t'a amené à pouvoir en vivre et vivre de ta passion.
parce que j'aime bien faire comprendre un petit peu aux auditeurs au travers de ce podcast que, en fait, il n'y a pas que une manière de venir au Japon, mais il y a, j'ai tourné à peu près 12 épisodes, c'est 12 personnes, on va dire, à part les gens de passage, il y avait 10 personnes, c'est 10 voyages différents. Et en fait, non, les 10 ne sont pas fans de manga et travaillent pas et vendent pas des figurines, tu vois. Mhm, mhm. Si je caricature. Oui, oui. Et ça, je trouve intéressant de faire comprendre qu'il y a plein de manières d'arriver ici et comment toi tu y es arrivé. Et on finira peut-être avec aussi tes projets futurs. Comment tu vois la suite? D'accord. Ça te va comme Parfait. programme? Super. Est-ce que je peux te demander de te présenter Oui, en bien sûr, quelques oui. mots? Oui. Donc, bon, moi, je m'appelle Dominique Lutringer. J'habite au Japon depuis maintenant une trentaine d'années. J'ai travaillé d'abord dans le domaine de l'éducation. Parce que Ok, si je reparle de mes origines, j'ai une famille d'éducateurs du côté de mon père, enfin, surtout de ma tante qui était formatrice et éducatrice. J'ai toujours baigné là-dedans. Et déjà en France, quand je travaillais dans le... Bon, qu'est-ce que je fais? Je ouais, commence... on a le peut-être, temps, on a le temps. Tu peux. ce qui me paraît très bien, c'est de démarrer de comment je suis venu ici, puis petit à petit, je pourrais introduire, Ouais, donc pour répondre à ta question, ouais, si ça te convient comme ouais, ça, quoi. très bien, très bien. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai découvert le Japon par une lecture. J'avais 13-14 ans et mon père, un jour, j'étais malade, une grippe, quoi, au lit pendant une semaine. Je dis à mon père, ramène-moi un bouquin. Et il m'a ramené un bouquin de Mishima, par hasard. Je pense qu'il est allé au rayon librairie parce qu'il était directeur du Printemps à l'époque. Ok. Il a dû voir sa chef de rayon. Il a dit, t'as pas un bouquin pour Dominique? Là, je suis pas trop. Voilà. Elle lui a donné ça. J'ai lu ce bouquin. J'ai pas compris grand-chose, à vrai dire. Mais ça a éveillé en moi une espèce de curiosité. Et j'ai commencé à chercher des informations sur le Japon. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Le Japon, c'était vu comme un pays un peu de science-fiction où les gens mettaient des masques parce que l'air était pollué, enfin, des trucs comme ça. Et donc, j'ai commencé à récolter les informations dans les magazines, dans les journaux. Et j'ai commencé comme ça à créer un espèce d'encyclopédie du Japon Ok. pour moi. Et je me suis dit un jour, quand j'aurai assez d'argent, j'irai au Japon, j'irai voir vraiment ce pays. Et donc j'ai économisé pendant les 4 années, entre 14 et 18, sur tout l'argent qu'on me donnait, je le gardais pour ça. Et à 20 ans, je suis parti au Japon. C'est fou. Première Ok. expérience, voilà. Et je veux voir ce pays. Et très curieusement, je me souviens le premier pas que j'ai mis mes premiers pas au Japon, j'ai à Tokyo, j'ai tout de suite senti que j'étais chez moi. Ok. C'était une drôle d'impression. Et ça ne s'en est jamais démenti. On m'a dit: «Oui, tu verras, au début, c'est super, puis au bout d'un moment, tu en as marre, tu te barres». Et non, ça a été pour moi, c'était chez moi. Et je me souviens, j'avais un ami japonais à Strasbourg qui m'avait donné l'adresse d'un de ses copains. Voilà, ils étaient dans le même club de vélo. Il me dit: «Tiens, j'ai mon ami, je pense que tu pourras dormir chez lui quelque temps. Ses parents ont un restaurant de sushi, tu verras, c'est très sympa». Donc il m'a accueilli une semaine. Tous les soirs, j'avais mon sushi qui m'attendait. Génial. Ouais, c'était Dans super. quelle région? C'était à Tokyo, À Tokyo. vraiment au Ok. centre de Tokyo. Et donc ça a été ma première découverte, mon premier voyage. Et moi, je venais d'Alsace. Et l'Alsace, quand même, il faut savoir que du mois de novembre au mois de mars, on a le brouillard. Ouais. Bah, Euh, il n'y a pas qu'en Alsace. Excusez-moi pour les Alsaciens. Ma mère est suisse d'ailleurs. À Lausanne, c'est la même chose. Oui. Je te rassure. Et donc, on est dans la grisaille quand même, Mm. c'est-à-dire du matin au soir. Et je suis arrivé au Japon ce mois de février. Donc, je partais par Bruxelles, on voit rien. Tu vois, le brouillard, tu vois rien du tout. Tu arrives au Japon au mois de février. L'hiver au Japon, quand même, c'est magnifique. C'est vrai. Ciel bleu. Je suis arrivé là et un de mes premiers déplacements, c'était d'aller à Koyasan. Et je me souviens, je suis arrivé là, il y avait la neige, il y avait donc le blanc, il y avait le bleu du ciel, un bleu, mais un bleu puissant, Mm. avec ces pins verts, la neige et le temple rouge vif. Ça a été un choc, vraiment. Ok. Et je me suis dit, il n'y a pas de doute, c'est là que je vais être.
C'est là que tu vas être. Et ça a été donc je suis resté 3 mois. Je suis revenu Quand en même, France. sacré, c'était pas un petit voyage comme ça. Enfin, Non, non, c'était ton premier. On est toujours dans ton premier oui, voyage. oui, le tout premier, ouais, j'avais 20 ans, hein. Et là, tu as fait vraiment déjà un beau voyage Bah, parce qu'à 3 mois, j'étais resté les 3 mois, juste à la limite du visa. C'est-à-dire Ok. que jusqu'à 3 mois, on n'avait pas besoin de visa. Donc ça va être 2 mois et 29 jours, un truc comme ça, 89 voilà. jours Vraiment après dans l'avion. la limite, ouais. Ok, Et j'ai travaillé pendant 2 semaines, à l'Alliance française. J'avais rencontré une fille entre-temps. Elle m'avait dit: «Bah, tiens, on fait un club de théâtre», comme moi j'étais comédien en France à ce moment-là. Elle me dit: «Est-ce que tu pourrais nous aider pour les placements de voix?» Donc j'avais bossé 2 semaines là. Ça m'avait permis d'avoir un peu d'argent pour rester un petit peu plus longtemps et donc ça, c'était mon 1er séjour au Japon. génial, génial. Voilà. Première expérience. Donc la lecture, Une lecture une et un lecture, voyage. Enfin, une lecture. une La lecture. lecture entraîne le voyage. C'est fou, ouais. Ça, je dis à mon fils: «La lecture. Lis, Lit. lis, lis, lis. Ça va te changer la vie». C'est vrai. Ce qui est, moi, je me suis rendu compte tardivement. Mais ce qui est difficile en lecture, c'est pas le fait de lire, c'est de trouver le style de lecture qui est dans ton état d'esprit du moment, qui était difficile, tu vois. Mmh. Lire, c'est bien, mais qu'est-ce que tu accroches? Des fois, tu donnes comme toi, des fois, tu donnes un livre. Ça m'est arrivé, tu reçois un livre ou tu achètes un livre, tu dis, waouh, celui-là, il a changé ton Oui, parcours de vie. Et puis des fois, tu ouvres un livre et puis t'aimes pas. oui, bien sûr, oui, oui, Et oui. celui-là, il Mmh. faut pas s'arrêter. Le plus difficile, c'est de pas penser qu'il faut absolument le lire, mais passer Ah ben, bien sûr, oui, à autre oui, chose, quoi. oui. Et dire, trouver son style, quoi. Moi, au bout de 100 pages, si ça sort pas, bon, des fois, j'ai envie de savoir d'aller jusqu'au bout de l'histoire, mais il s'est rien passé. Donc les lectures marquantes, t'en as pas des centaines, hein. Moi, Non, j'en ai une dizaine, pas plus, hein. ouais, non Bon, je plus. suis pas non plus un lecteur acharné non plus, mais quand même, c'est 10-15 livres, oui. Ça te change la vie. Et du coup, à la vingtaine, donc Mmh. tu as fait ce voyage, tu t'es dit, voilà, maintenant, c'est là-bas que je veux être. Comment s'est passé avec tes études? Est-ce que tu t'es dit, bah, j'utilise mes études pour aller là-bas? Comment tu as par la suite réussi à... Bah, moi, j'ai toujours fonctionné de manière intuitive, et je l'ai vérifié par la suite, il y a très peu de temps. Heu, j'ai senti que le il y avait une ouverture qu'il fallait que je saisisse. Il y a une porte qui s'ouvrait et si je la prenais pas, ça allait pas se reproduire. Donc j'ai dit: «Bon, les études, je les mets de côté, je pourrais toujours revenir après, c'est pas un problème». Si je sens que j'ai fait fausse route, je reviens, puis voilà. Quand on est jeune, à 20 ans, on se dit: «Bon, il y a pas de souci, hein, pas de plan de carrière, pas de rien qui me retient», voilà. Et il y a eu aussi quand même des choses assez étonnantes, j'avais rendez-vous à Paris, donc à l'époque, je faisais du théâtre. J'avais rendez-vous avec un directeur de compagnie. Il m'appelle. Il me dit: «Écoute, j'ai une inondation studio, il y a les travaux et cetera. On va pas pouvoir faire l'entretien chez moi au bureau. Il y a un café en bas à Saint-Germain, on se retrouve au café». D'accord. On arrive au café, le café était plein et il me f «C'est bon, oh beh, il y a une table là, tiens, on va s'asseoir là». On s'assied, il y avait une japonaise à côté. Bon, on discute et tout, le gars s'en va, on finit notre conversation, il s'en va. Moi, je reste encore 5 minutes. Et la japonaise m'aborde en français. Elle me dit: «Ah ben excusez-moi, j'ai entendu que vous faites du théâtre et tout». Je dis: «Oui, oui, voilà, j'habite à Strasbourg et on va peut-être bosser sur Paris et cetera». «Ah ben, moi, c'est intéressant parce que moi, je déménage à Strasbourg la semaine prochaine». Bon, Ok, bah, on va se revoir. Ça, «Oui, oui, bien sûr». Et j'ai été poursuivi comme ça, régulièrement, par des accroches au Japon. ok. Et donc cette jeune fille, par la suite, est devenue ma compagne. Et cetera, et cetera. Donc je vais passer le détail parce que ça serait un peu long. Et forcément, ça m'a amené à revenir au Japon. Génial, génial. Voilà. Et donc, c'est comme ça, ces moments, c'est pas le hasard pour moi. C'est un état Je crois d'esprit. pas au hasard.
pour moi, c'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire, tu, tu- quand tu te mets dans un état en disant, euh, ouais, que tu as l'attrait pour le Japon, ton cerveau, il capte ce qui se passe autour, Bien non? sûr. Et cette Mais rencontre, tu l'aurais peut-être jamais faite si tu n'avais pas toutes ces briques qui s'étaient mises en place. s'il n'avait pas plu ce jour-là, Ouais, si le gars avait pas eu sa ça- fuite d'eau, qu'on était obligé d'aller dans ce café, il pleuvait, on était obligé d'aller dans ce café, de se réfugier à cette table qui était la seule de libre, et sur cette seule table de libre, il y avait une japonaise à côté, quand même. c'est Même sans vouloir capter, quand même. c'est vrai, Il y c'est avait, il vrai. y avait un truc quand même là, hein. C'est vrai, il y a quand même un alignement des... Et ça se passe souvent comme ça. Et je m'en suis rendu compte récemment, je fais une petite parenthèse, mon fils est dans les nanotechnologies, Mhm. et je m'étais intéressé à ce qu'il faisait, il m'a expliqué, donc j'y comprenais pas grand-chose à vrai dire. Donc j'ai commencé à me documenter par moi-même, et des nanotechnologies, j'ai un peu creusé le truc, je suis dans le quantique, tata, et j'ai découvert un physicien qui s'appelle Philippe Guillemant, que je recommande à tout le monde, c'est vraiment un gars passionnant, qui a développé les IA il y a très très longtemps, bien avant qu'on en parle aujourd'hui, qui était un physicien mainstream, c'est-à-dire très rationaliste, bon, et qui a évolué dans ses recherches, et à force d'expérience, il a bifurqué un petit peu dans quelque chose de peut-être un peu plus spirituel. Il s'est rendu compte dans le monde dans lequel on allait, c'était peut-être pas génial, Mhm. et il fallait peut-être penser à autre chose. Le côté un petit peu du New Age, tu vois, c'est un peu dangereux quand même, hein. Et donc j'ai lu ce qu'il a fait, j'ai suivi beaucoup de ses interviews, et où lui parle du temps. Ok. Et du temps, le temps n'est pas ce qu'on croit, mais le temps, le présent, le futur et le passé sont ensemble. C'est-à-dire que Mhm. on n'a pas le présent maintenant et le futur demain. Le futur existe déjà, etc., etc. Et cetera. Et donc de là, il va vers ce qu'on appelle les synchronicités, J'ai déjà entendu, ouais, plusieurs fois. où tu as des événements qui se passent. Alors évidemment, tu es sensible, comme on disait avant, où les événements se passent, et vont essayer, alors d'après ces théories, l'univers essaie de t'emmener dans un futur, dans un autre futur. Mhm. Il fait une comparaison avec le GPS, par exemple. C'est-à-dire que tu veux aller d'un point A au point B. Tu vas prendre l'autoroute, et puis à un moment donné, tu as envie de prendre la nationale. Donc tu sors de l'autoroute, le GPS va dire non, non, hop, revenez sur l'autoroute, etc. Pendant un moment, il va essayer de te ramener sur l'autoroute, et puis au bout d'un moment, il voit que bah non, tu as décidé de prendre la nationale, donc il va s'adapter à ta nouvelle destination. La destination ne change pas, Mhm. c'est le chemin qui change. C'est le chemin. Et pour lui, il compare un peu ces synchronicités à l'univers t'indique un nouveau futur. À toi de le choisir, ou de rester dans ce qui t'a été Mhm. déprogrammé. Et donc, pour revenir à notre conversation, voilà, maintenant, sur le moment, je n'avais pas du tout saisi ça, mais aujourd'hui, quand je repense un petit peu à ça, et avec ce que j'ai lu, parce que j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, pourtant, moi, je suis très famille allemande, suisse aussi, donc très cartésien. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Il y a peut-être pas que ce qu'on imagine, il y a peut-être autre chose aussi. Ok. Et donc voilà, maintenant pour revenir à ça, cette personne que j'ai rencontrée, les liens qu'on a créés m'ont amené ici aussi. Bien sûr. Ça s'est fait 10 ans plus tard, mais ça s'est fait. C'est, c'est fou, ouais. C'est une belle histoire. Et, euh, et comment, après cette partie de la vingtaine où tu as... Parce que donc tu disais que tu étais plutôt comédien, donc tu faisais Oui. vraiment de la comédie. Qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'art? Vraiment. Bah, pour moi, ce que je faisais en France dans les théâtres, alors j'ai travaillé dans un centre d'art et d'essai du spectacle pour la jeunesse, qui était à Paris. Donc là aussi, hasard, j'avais une copine à l'époque, elle me dit, je travaillais déjà pour une compagnie de théâtre en Alsace, et elle me dit: «Oh, j'ai vu un spectacle fantastique, il faut absolument que tu viennes voir ça, c'est magnifique, c'est pour les enfants, pour les théâtres jeunes publics». Donc je suis allé voir ça, et ça m'a ébloui. Je suis allé voir le gars après le spectacle, enfin un des comédiens, j'ai dit: «Écoute,
il y a moyen de rencontrer le directeur de la compagnie. Il me dit, oui, oui, mais écoute, tu l'as à Paris, envoie-lui. Voilà. Donc, je téléphone au gars, je lui explique, je dis, voilà, j'ai vu votre spectacle, je lui raconte un petit peu mes impressions. Je dis, il n'y a pas une place chez vous? Ah, il me dit, mais non. Pourquoi? Je dis: «Mais écoutez, je suis comédien à Strasbourg. Je travaille pour une compagnie de théâtre, mais adulte. Là, le jeune public, c'est quelque chose que je découvre. C'est passionnant. Ça me donne vraiment envie de creuser». Il me dit: «Écoutez, bah, vous pouvez venir passer une audition si vous voulez». Donc j'y vais, on fait ça, je reviens en Alsace et 6 mois après, il me dit: «Écoute, voilà, je te recontacte parce qu'on a 2 de nos comédiens qui sont obligés de rentrer chez eux au Brésil, donc il y a une place, ça t'intéresse?» Ni une ni deux, j'ai fait mes valises, je suis parti. À Paris, j'ai bossé avec eux et puis ensuite, on a décidé de monter une antenne de leur compagnie en Alsace. Donc je suis revenu en Alsace Ah. et voilà, ça s'est fait comme ça. Heu, le théâtre de la jeune le travail pour jeune public m'a intéressé parce que bon, je te disais avant, j'ai ma tante qui était, enseignante, directrice d'école, formatrice et cetera. Donc j'ai toujours baigné dans cet univers de la formation, de la transmission, et de l'éducation. Et donc quand je suis revenu en Alsace, on a monté notre propre compagnie, qui était un centre de recherche autour de l'art contemporain et de la littérature de jeunesse. Ah. Donc on faisait des ateliers, autour de l'art et des spectacles et des animations autour de l'art contemporain et littérature de jeunesse. Et en arrivant, au Japon, j'ai eu envie de continuer ce travail. Bon, évidemment, c'était plus compliqué parce que nous, on travaillait beaucoup avec des structures associatives en France. Il y a énormément de structures qui orientent leur activité autour de la jeunesse, autour de l'art et autour de la lecture. Moi, je suis dans la fin des années 80. Mitterrand était là, Jack Lang, qui ont donné énormément de subventions d'aide et de support à la lecture. Mmh. Lecture et art, ça a été un boom pour nous, ça nous a permis de travailler et donc en venant au Japon, évidemment, c'est un autre univers. Les écoles, voilà, le système éducatif au Japon est quand même très différent et donc ça n'a pas fonctionné comme je pensais, bien évidemment et puis alors j'ai rencontré, là, par hasard aussi, le directeur de l'Alliance française de l'époque. Heu, on s'était rencontrés une soirée, il me dit: Au «Écoute, au Ja à l'agence Osaka». OK, J'étais déjà là. déjà arrivé. Et puis il me dit: «Écoute, voilà, on voudrait refaire notre logo, notre package de communication. Est-ce que ça t'intéresserait de te pencher dessus? On n'a pas un budget énorme, mais bon». J'écoute, oui. Moi, j'avais le temps, j'avais pas de gros besoins. J'ai dit: «Oui, bien sûr». J'ai fait ça, donc ça lui a plu. Il me dit: «Écoute, en plus du dédommagement, on a une grande galerie ici, on organise des expositions, tous les mois. On va être obligé de la fermer. Est-ce que tu voudrais faire la dernière exposition? C'est dans 6 mois». Je dis: «Oui, oui, pas de problème». Je dis: «Tu as des tableaux, déjà de prêts?» Je dis: «Oui, oui». Donc j'avais jamais peint quand même, hein, Ah, jamais peint? jamais peint. Enfin, je travaillais, Enfin, tu étais déjà un petit peu, j'étais imprégné de ça, mais pas en tant que peintre. C'était et complètement, tu sketchais, voilà. tu Mais dessinais, mais voilà, pas je m'étais jamais, vu faire une expo dans une galerie. qui est Heu, quand même le déjà un niveau, oui. ouais, qui est C'était déjà autre chose. Une nouvelle expérience. Bon, dans le pire des cas, ça marche pas, mais j'aurais essayé. c'est vrai, C'est-à-dire c'est vrai. que moi, je pars du principe que tout est possible dans jusqu'à une certaine limite, évidemment. Mais là, franchement, il y avait pas de souci. Bon, je risque pas grand-chose, Magni franchement. Heu, tu quel âge? alors là, C'était bah, autour écoute, de j'avais 30, je dis pas de bêtises, j'avais 35 ans. OK, donc et ça faisait longtemps que tu es déjà au Japon ou Non, 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 pas? non, moi, je suis arrivé, attends, alors je suis arrivé en attends, donc ça faisait, 3 ans. OK, 2 ans et demi, donc tu voilà. as fait quand même une bonne partie de ta vie, jusqu'à la trentaine en France, donc Mmh. vraiment tu disais Avec tu des travailles allers-retours, et cetera, oui, oui, OK, avec, oui, des oui, mais allers-retours, essentiellement en France, oui. mais essentiellement en France, ton travail était en France, et un jour, tu t'es dit, «Maintenant c'est bon, j'ai pas plus d'accroche en France que ça et j'y vais». Je dirais plutôt que
Des accroches, j'en avais en Ouais, tu fait. en as. J'avais une famille, j'avais des amis de longue date. Mhm. On est un groupe très soudé, même encore aujourd'hui. J'avais tout. J'avais un appart, j'avais un boulot, j'avais enfin installé, comme on dit, Ouais. hein. Donc, ça a été plutôt un appel. Ton fils était déjà né Oui, en France. Thomas, mon fils français. Oui. Et, euh, et là, tu t'es dit, C'est un appel. ok, J'annonce à tout le monde, je m'en vais. Et donc tout le monde a des grands yeux, mais pourquoi? Je dis, bah, je sais pas. Mais il faut que je parte. Voilà. Et donc, je me souviens, on avait fait une grande fête juste avant que je parte. Tous les amis étaient venus. J'avais donné mes affaires. Écoute, on te prend tes affaires, on te les garde. Comme tu vas revenir dans 6 mois, tu pourras tout récupérer. Et donc, ils t'attendent toujours. ils m'attendent toujours. Mais maintenant, c'est eux qui viennent. Les affaires, C'est eux qui c'est viennent. genre, Ouais. Je sais, j'avais une cave aussi, on avait du vin. Bon, ils ont tout bu, mais ça, c'est peu importe. c'est un autre problème. Ça, ils ont réussi à récupérer. On a gardé tes affaires, mais le verre, on avait peur qu'il tourne, on l'a bu. Et donc, j'ai préparé cette expo. Et contre toute attente, qui a quand même pas mal marché, j'ai vendu la moitié. Je me souviens, j'ai Et installé le tableau et le directeur en français me dit, mais t'as pas de cartel, t'as pas de prix, de trucs? Je sais pourquoi on les vend. Je dis, bah, il me dit, oui, quand même. Bon, et voilà. Et alors je me disais, qu'est-ce que je vais faire 6 mois? J'ai 6 mois, qu'est-ce que je vais leur faire comme expo? J'étais bien embêté, et puis bon, je commençais à griffonner. Et comme souvent, comme ça arrive à beaucoup de gens au téléphone, on griffonne. À l'époque, il y avait le téléphone. Mhm. Et on passait du temps au téléphone. Aujourd'hui, on a le smartphone, donc on envoie un SMS. Est-ce que je peux te téléphoner, hein? C'est souvent comme ça. Ouais. Donc là, on téléphone, ça durait, bon, souvent je téléphonais, ça durait longtemps. J'ai griffonné des choses comme ça. Puis je reviens sur mes dessins. Je dis, tiens, c'est pas mal ça. J'avais fait c'était des espèces de dessins avec des verres, des bouteilles, mais c'était pas des natures mortes, c'était plus comme des personnages qui s'imbriquaient enfin bref. Je dis, tiens, c'est pas mal, c'est que je m'en travaille là-dessus. J'avais appelé ça le plaisir d'essence, donc j'avais fait un travail sur le vin. Ok. Voilà. Et pendant l'expo, il y a le musée du vin qui vient. Il me dit, écoutez, quand vous aurez fini de l'expo ici, est-ce que vous pourriez en faire une autre chez nous au musée? Je dis, bah oui. Pourquoi pas? Et je crois ce qui a déclenché, ce qui a tout déclenché, ça a été, là encore une fois, plus ou moins le hasard. Tu sais, à l'époque, c'était juste avant l'ouverture de Ritz-Carlton à Osaka. Le F&B manager, il passe devant Food and Beverage Manager. Mhm. Il passe devant la galerie à Osaka, il voit les tableaux, il rentre dedans et il dit, tiens, est-ce que c'est c'est quoi? Moi, ça m'intéresse. Et il dit, oui, c'est un artiste français qui habite à Osaka. Est-ce qu'il y a moyen de le rencontrer? Il me dit oui. Bon, donc il m'envoie un mot. Il me dit, il y a quelqu'un qui voudrait te rencontrer à propos des tableaux. Donc je vais le voir. Et il me dit, on va ouvrir un nouveau wine bar français avec le restaurant Attenant. Je voulais aller en France acheter des gravures, des lithos, des choses comme ça, mais en voyant ce que vous faites, ça rentrerait tout à fait dans notre cadre, dans ce qu'on Mhm. voudrait faire. Euh, donc ce que vous avez fait, c'est un peu petit. Il y a quelques pièces qui correspondent en taille, mais j'aimerais quelque chose qui soit quand même plus conséquent, à peu près 2,50 m d'ouverture, de large. Est-ce que ça vous intéresse? Je dis oui. Il me dit, vous avez déjà peint des grands formats? Je dis Oui, oui, bien oui. sûr. Moi, je me limitais aux 10 figures, hein, donc Mhm. voilà, 56 sur 45, un truc comme ça. Et je dis oui, pas de problème, on est parti. Juste une petite pause dans cet épisode pour vous dire, si ce que vous entendez vous plaît, pensez à partager ce podcast autour de vous, à un ami, un collègue ou quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et si vous laissez une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme préférée, ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci pour tout et on retourne à l'épisode. Elle me dit, voilà, bon, j'avais prévu un budget de temps pour des lithos, etc. Les originaux, je vais peut-être pas être au niveau de vos ambitions financières, mais on peut se trouver un arrangement. Mhm. Je dis, on va trouver un arrangement. Il n'y a pas de problème.
Et donc j'ai fait ces tableaux et puis il m'a proposé après il me dit: «Écoutez voilà, moi ce que je vous en plus de l'apport financier, ce que je vous propose, c'est des nuits, des restaurants, des choses comme ça, ce que vous voulez». Je dis: «Bah, ça va très bien, vous savez moi ça m'arrange aussi parce que du coup je vais amener des gens, j'aurai des clients potentiels». Bon c'est une belle image, c'est une belle ouverture. Et donc on a fait ça a très bien marché et à la suite de ça, je lui ai dit: «Écoutez, on va faire un projet avec vous. J'aimerais faire un event, un gros truc de 3 4 jours chez vous. On loue sur un ballroom, un grand truc, on fait une superbe expo, on invite des gens, on fait 3 soirées, un gros truc». Et il me dit: «Ah bah d'accord». Et je dis: «Vous fournissez tout?» Il me dit: «Oui, oui». Donc on a fait 3 jours d'expo, on avait fait une soirée cubaine, donc il y avait un orchestre cubain qui est venu. On avait fait une soirée, on avait invité, Murakami, Mhm. pas Haruki mais l'autre. Murakami, celui qui a écrit, Coin Locker Babies, Ouais, le chanteur. Ah, l'artiste. non, c'est pas Murakami Takashi. Ah, C'est, il y a Murakami Haruki, celui qui a fait La course aux motos sauvages, et cetera, et ouais. cetera. Il y en a un autre qui s'appelle Murakami, j'ai plus son prénom en Bon, on tête, enfin cherchera. peu importe. Mhm. C'est un gars très connu et il y a eu une soirée avec lui, talk show, dîner et puis une dernière soirée avec Calvados Cigar Club. Donc on a fait venir 500 personnes dans les 3 jours, à peu près. Génial. C'est toi qui as tout organisé. Avec le Enfin, Ritz-Carlton et puis avec le Cigar Club qui a sponsorisé, avec mais c'est les toi qui as organisé, dans le sens, c'est toi qui as cherché un peu, pas avec le Ritz Carton, mais voilà, les invités, voilà. les téléphones, les invites. Donc j'avais entre-temps, ma femme qui travaille dans une galerie d'art a intéressé le directeur et on en a ramené une autre. Donc on avait 2 galeristes, un agent qui quand même ont géré tout ça et puis ça a été comme ça a démarré comme ça. Génial. Génial. Et puis bon après ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un lieu un peu connu, ben ça Un autre, t'as amené ah un oui, ça va vite après, hein, autre. c'est vraiment le bouche à oreille, quoi. Et quand tu as fait cette première expo, bah, j'imagine tu as adoré le chemin pour faire ce travail, non? Ouais. C'est ça qui t'a après, tu t'es dit: «C'est ça ma voie» ou Non, jamais. non? Tu te Non. dis: «Je suis le flow». Oui. Enfin, Ah oui, 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 toi, oui, tu oui, rentres dans le fleuve ouais, ouais. et tu le suis. Ouais, ouais, ça s'est fait très vite. C'est-à-dire que l'expo, la deuxième que j'ai fait donc au Ritz, il y avait d'énormes c'est très, très grand. Il y avait un ballon qui était immense, quoi. Donc, je me suis dit: «Là, il faut faire des gros trucs». Donc j'ai fait, une quinzaine de pièces d'1,50 m sur 1,50 m, c'était des carrés. Mmh. Et comme je voulais pas les suspendre au mur, on avait fait venir, je connaissais un marchand de kimonos à Kyoto, qui m'avait prêté ce qu'on appelle des icos, c'est-à-dire les supports kimonos, qui étaient juste de la taille de mes tableaux, donc 1,50 m. Donc ils étaient suspendus, ils étaient comme ça Ah, suspendus et les gens étaient amenés à se promener au milieu des tableaux, quoi. C'était un mouvement, c'était pas mal. Et donc ça a été j'ai fait ça très vite, 1,50 m, oui, j'ai fait les 15 ans, à peine 2 mois, même pas. Parce qu'il y avait une énergie, c'était une espèce de flow, une énergie, c'est venu tout de suite, sans vraiment se poser de questions. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On y va, quoi. tu vas et tu Et je me rends compte aujourd'hui, heu, les pièces que je fais qui m'ont demandé beaucoup de temps, très souvent, c'est pas les meilleures. mmh. Et les gens le voient tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait des expos où je des gens qui sont venus visiter l'exposition, souvent me disent: «Ah moi j'y connais rien dans l'art», c'était très souvent en japonais, ils disent: «Moi j'y connais rien, mais ce tableau me parle». Et Mmh. curieusement, je dis: «Mais c'est celui qui a pour moi le plus d'énergie parce qu'il était fait dans l'instant». Mmh. Les gens voient tout de suite: «Oh c'est bien fait», ça c'est l'horreur, hein. On te dit: «Oh c'est bien fait quand même, hein», ça c'est l'horreur. Ça c'est C'est ça pas le ça compliment c'est qu'on peut te l'horreur. faire, c'est Non, ça? non, 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 c'est bien peint. C'est le truc qui tue ça. Le «c'est bien peint» ça fait mal quand même, ouais. Ça ça fait mal à Ah l'artiste. ouais, ah oui, oui, là, donc là, il faut surtout pas, Ouais, ouais. montrer ça, quoi. Donc c'est très très souvent les gens vont direct et tous sur le même. Mmh. C'est systématique. C'est vrai? De tous le même
C'est-à-dire que typologie, le même tableau, la même série. ah ben, exemple, j'ai fait une expo l'année dernière, je me souviens d'une petite galerie. La première personne qui arrive, il voit le tableau, il l'achète. Mhm. Bon. Deuxième vient, troisième, ils sont tous allés vers le même. Oh, je suis désolé, il est vendu. Ah. Mais il y en a. Parce que tu l'as pas décroché en fait. Non, non, on les Il laisse. reste. Souvent, la galerie préfère qu'on les laisse et puis on les enlève le dernier jour. Ok, Voilà. ok. Et très souvent, les gens, mais ils sentent Même ce que qui c'est pas est. écrit vendu. Enfin, je veux dire, tu sens que Ah, mais oui, 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 oui. Ah oui. l'énergie, les gens, Ils vont très souvent vers celui ou ceux qui ont été faits avec cette énergie. Et même moi, je le vois tout de suite. On sent tout de suite. On est dans la. C'est bien, c'est joli. Donc, quand c'est joli, il faut dégager tout de suite, quoi. Et c'est ouais, c'est fou. Et c'est pas ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas forcément celui où tu as mis le plus d'énergie. Non, le plus de Même temps. le plus de temps, Ouais. ouais, c'est pas égal Non, à. c'est pas égal au temps passé dessus. C'est- Parce que, bon, c'est pas non plus tout le temps comme ça. C'est-à-dire que certains tableaux nécessitent beaucoup de temps. Mais c'est une autre démarche. C'est-à-dire que moi, heureusement ou malheureusement, j'ai plusieurs body of work, plusieurs, comment on est Style de. oui, plusieurs pistes de travail. Hmm. Il y en a qui nécessitent du temps, mais je sais exactement où je vais. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la grille, sur le. Là, ça nécessite du temps, c'est un travail très minutieux. Mhm. Et puis j'ai d'autres séries qui sont plus dans le mouvement, un peu comme un calligraphe. On lui dit combien de temps vous avez mis pour faire ça. On m'a demandé une fois. Si je lui dis 10 minutes, ça va pas le faire. Donc je lui dis 30 ans. C'est-à-dire que c'est à force de pratique, c'est à C'est force de. Picasso qui disait ça aussi. C'était Picasso. J'ai souvenir d'une Peut-être citation de bien. Picasso Ouais. qu'une fois, on lui avait dit. Mais ça, il voulait payer avec un dessin. Puis il dit, et puis j'ai souvenir d'une histoire comme ça. Hein, Ouais. il faudrait retrouver sur Internet, mais j'avais lu et je trouvais génial parce que, comme tu disais, il voulait payer avec un dessin parce qu'il n'avait pas de sous. Et puis le serveur ou le gérant, il lui dit, ouais, mais vous avez mis 10 minutes pour faire ce dessin. Non, j'ai mis 30 ans. Ouais. Et c'est Il m'a vrai. fallu 30 ans. Enfin, Ouais. et Ouais. c'est vrai. C'est le calligraphe qui va faire sa calligraphie en quelques secondes, mais il lui aura fallu des dizaines d'années pour maîtriser le geste. C'est le geste qui. Là, je crois que c'est ça, c'est l'énergie, et je le vois souvent, je fais des pièces qui sont faites dans l'heure, Hmm. et je dis, mais il n'y a rien à toucher. Elles sont faites dans l'heure, mais les gens voient pas les essais qu'il y a derrière. Enfin, comme tu as dit, Bien sûr. le travail du geste, les milliers de pages de sketch, d'essais que tu as fait avant d'arriver à celle-ci, tu vois. Dans ce cas-là, je me demande souvent si effectivement, pour moi, c'est au moment où le mental se lâche. Hmm. C'est-à-dire, c'est le lâcher prise. Dès que tu commences à le mental, c'est un sacré bordel, fouteur de merde, hein, pardon. Tu peux. C'est-à-dire qu'il va être là, il va dire, mais non, qu'est-ce que tu. Non, fais pas ça, vas-y. Donc là, c'est foutu. Par contre, et ça, c'est des moments assez rares, quand tu sens que c'est pas toi qui peins. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Tu as déjà entendu parler Non. d'état de flow? C'est un Américain qui a écrit un livre et qui explique ça. C'est les différents états où, en fait, et moi, ça m'arrive aussi au travail. Et si tu arrives à te mettre dans un cocon où le temps ne passe plus, tu sais plus, tu sais plus combien de temps tu as passé à faire cette peinture, ce dessin, ce travail et n'importe quoi. Tu es dans un état de flow. C'est vraiment. Ouais. Je sais pas comment on pourrait Ouais, l'expliquer autrement. Je ouais. pense que c'est ça que tu ressens. Oui, c'est-à-dire que oui, tu es hors du temps, C'est ça. vraiment. Et- C'est vraiment le lâcher prise. Mhm. C'est-à-dire que le mental, tu l'as mis de côté, et voilà. C'est plus toi qui contrôle quelque part. C'est ton subconscient et ta mission. Tout d'un coup, ton mental s'est mis dans un objectif ou dans un. Le mental, il est au repos, hein, il est en veilleuse. Ouais, Il y en a c'est une autre partie de ton mental qui travaille. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Pour moi, c'est pas le mental du tout. Justement, Ouais. le mental est c'est le complètement. Il est subconscient. parti. On dirait Il est plutôt le parti. subconscient. C'est ton libre arbitre, c'est un espèce de. C'est ton
C'est c'est ton soi profond ouais. qui est en action. Mmh. C'est plus le mental qui dit: «Tiens, je vais faire une ligne bleue là, je vais peut-être mettre du rouge parce qu'avec le vert, ça va le faire». Non, Non, tu là, il vraiment y a plus rien qui c'est ton soi profond, je dirais, voilà. et ça, ça t'arrive systématiquement? Tu Non, arrives, certaines pièces, tu sens ça ou, bah, ça m'est arrivé à des moments où je pensais à rien, où je disais: «Tiens, bon, je vais recouvrir ça parce que ça marche pas». J'ai pris mon pinceau, j'ai pop pop, j'ai et à la sortie: «Oh, ça c'est c'est génial». J'ai mis en galerie, le gars m'appelle 2 jours après, il est vendu. OK, Voilà. comme quoi. Et les autres, non, et c'est systématique. C'est-à-dire que les gens sentent quand il y a une énergie sincère, quand il y a vraiment quelque chose qui se passe. Pour moi, une peinture, c'est une transmission d'énergie quelque part, quoi. Mmh mh. L'image te touche ou elle te touche pas ou voilà, c'est Ouais, c'est pour ça que pas toujours. Alors il y a des fois le ressenti de la personne sans l'écoute ou le travail qu'a fait l'artiste, mais je trouve aussi toujours hyper intéressant d'écouter, l'artiste pour créer une 2e image de la pièce que tu achètes. Je sais pas mmh. si tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, bien sûr, oui. Parce Mmh. que des fois tu vois bah, par exemple tes tableaux, je les ai vus les premières fois, il faut quelques fois pour absorber le travail, dire: «Ah, que cette série-là, elle me plaît, elle me touche, celle-ci un peu moins». Puis après, en te rencontrant, en discutant, en expliquant tes techniques, «Ah bah tiens, tu vois, c'est plutôt ça qui Mmh. m'attire plus que cette Ouais, série-là», par ouais, exemple, ou ce ouais, tableau, ouais. tu vois? Tu as besoin de aussi écouter un petit peu ce Ouais, je crois que souvent les gens ont besoin aussi qu'on leur raconte une histoire. mmh. Moi, je vois, là, j'ai fait une expo en France à Bordeaux, là, au mois de juin, il y a 1 mois, heu et c'est un super, super expérience. C'est un salon qui s'appelle Blaye. Blaye, c'est près de Bordeaux, Blaye en état d'art et c'est une manifestation qui se passe dans toute la ville. Donc il y a les galeries, mais pas seulement, il y a des lieux ouverts qui accueillent des artistes. Il y a une cinquantaine d'artistes du monde entier qui étaient là et l'avantage, c'est que, moi, j'exposais dans ce qu'on appelle la Villa Rose, d'une magnifique, maison au milieu d'un superbe jardin et donc les gens venaient, ils se baladaient. C'est pas la galerie, le White Cube, Mmh. c'était vraiment, voilà, comme à la maison, il y avait tableaux, et les gens posaient beaucoup de questions et ils ont besoin d'un narratif. Dans le Japon, ça, donc j'expliquais un petit peu la démarche. Mmh. Je crois que c'est important. Les gens sont très curieux, enfin, je vois en France en tout cas. Ici, un peu moins, ils sont un peu plus sur la réserve. Souvent, ils n'osent pas ou bon, heu et les gens sont très curieux. Enfin, mon expérience en France, bon, ils posent des questions, ils sont intéressés, ils sont très sensibles au narratif. Ici, ils sont sensibles au, on pourrait dire, le travail, l'art, non? L'état d'art, tu sais, le maître sushi, le maître, et ça, ils sont très sensibles à ça, de voir à quel niveau d'art tu es arrivé, non? Tu sens cette différence-là? Ou Heu, pas forcément? Avec la clientèle japonaise? moi, si tu veux, je suis dans un registre un peu différent. Donc ce dont tu parles, c'est souvent ce qu'on bon, on pourrait appeler c'est pas de l'artisanat, mais enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Ouais. l'artisan, qui commence, son travail, son objet, son couteau, sa poterie, il sait où il va. C'est-à-dire qu'à la fin, s'il fait une laque, il sait ce qu'il va faire. Il maîtrise le travail du début jusqu'à Mmh. la fin. Mmh. Sauf le potier, évidemment, la céramique, c'est autre chose parce que à la cuisson, on est toujours surpris. On ne sait jamais trop ce qui va se passer, quoi, très Mmh. souvent. Mais pour les laques, pour tout ce qui est art traditionnel, on sait les artisans savent où ils vont. Dans le domaine de la peinture, il y a ça aussi évidemment, hein, les peintres traditionnels japonais, ils ont c'est très formaté, c'est très voilà. Alors que, dans le milieu, je sais plus ce qu'on pourrait appeler contemporain, donc je travaille avec des galeries d'art contemporain, là, il y a plus de règles à vrai dire.
on est sorti, le paradigme cheval et ça, c'est terminé. Le support, bon, ça remonte déjà aux années 60, hein, Ouais, à la fin de l'art moderne et c'est un contexte un peu différent que l'artisanat japonais qui effectivement, c'est nous, quand on parle artisanat en France, on a une autre image ouais, que l'artisanat au Japon qui sont des œuvres d'art, quoi. qui ouais, puis elle me raconte j'ai fait un épisode sur le washi Oui, avec Émilie, je sais pas oui, si tu la connais. non. Elle travaille avec le washi, elle achète aux artisans du washi et le revend. C'est Mmh. un épisode, je vais bientôt sortir et en fait, elle expliquait que au-delà de l'artisanat, et c'est même étonnamment la pénibilité aussi est valorisée. Mmh. Tu vois, comme c'est des travaux difficiles. Physiquement, c'est très difficile, hein, le washi, hein. C'est un Ah ouais, un travail de fou, hein. t'as la main froide en Tu es tout le hiver, temps dans l'eau, tu es tout le temps tout le puis temps. alors c'est physique, hein, il faut Faut brasser, oui, faut oui, pas non, faire. non, c'est un très, très gros travail et selon l'artisan no washi, le résultat sera différent. Le papier, la couleur du papier, les Tout, textures, tout est différent. tout est différent. Tu utilises beaucoup. Qu'est-ce que tu as, en venant ici au Japon, et comment tu as évolué ton art? Qu'est-ce que tu as appris du Japon? Tu te vois un peu comme un mix entre ces deux cultures? Ou comment est-ce que tu utilises le washi par exemple dans ton travail? Ou Oui. tu utilises quelques techniques japonaises dans ton travail? Ou pas Heu, forcément? si au départ, quand je suis venu, bon, j'étais venu de France, donc j'avais vraiment un peu les couleurs maticiennes, tu vois? Hmm, Les rouges, les bleus, les verts, les très, très, très vifs et donc dans les premiers tableaux, c'était ça. C'est-à-dire que je balançais la couleur, c'était vraiment vif et les Japonais aimaient beaucoup ça, ok, parce que ça leur rappelle pour eux, c'est la France. Voilà, il y avait cette image-là, et petit à petit, bon, je pratique la cérémonie du thé depuis, maintenant 2000, donc ça fait une vingtaine d'années. donc tu l'as fait. Oui, Ok, oui. Donc là, pendant de 2000 à 2015-16 par là, j'avais toutes les semaines des séances. On avait une ok. séance toutes les semaines et puis après donc je suis parti à Tokyo, donc j'ai dû arrêter, mais toujours je faisais toujours de temps en temps. Là, je suis revenu, donc je recommence de nouveau et cette pratique pendant quand même pas mal d'années, heu, te fait voir les couleurs d'une autre manière, te fait sentir, les choses d'une autre manière. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, c'est vraiment un ressenti, Hmm, quand tu es, dans la salle, où tu vas faire la cérémonie du thé. Déjà, je me souviens, j'arrivais toujours un peu en avant, donc j'étais toujours le premier. Il y avait personne. C'était hyper calme, assez sombre, tu vois? Là, tu as les sensations, tu as le jardin, tu entends les oiseaux dans le jardin dehors, tu as les murs en terre, tu vois? Tu as mhm. cette couleur un peu, tu as le sol, tu as l'eau, tu entends l'eau qui bout, tu as l'odeur du thé, enfin, tu vois? C'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est des sensations, voilà et petit à petit, tu baignes là-dedans quand même. Ça moi, j'ai eu la chance d'entrer dans une famille japonaise qui, est très, intéressée par tout ce qui est, art traditionnel. Ok. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler aussi avec des marchands de kimonos à Kyoto, qui m'ont qui m'ont été présentés justement par ma famille, japonaise, pratique du no, heu, donc j'ai été comme ça baigné là-dedans très vite, ce qui a été un formidable apport pour moi et j'y suis très sensible déjà dès le départ. Donc ça n'a pas été, ça pour moi, c'était vraiment si on revient tout au début de notre Mhm. conversation, je me sentais vraiment Chez toi. voilà, dès le départ et Chez toi, mais en même temps, t'es pas né. Donc, non, bien sûr. Ah, c'est que j'ai de racines, l'apprentissage, oui, quoi. bien sûr, oui, C'est oui, que de oui l'apprentissage et tout le long. oui, bien sûr, oui, oui et comment dirais-je? Petit à petit, le travail que je faisais au niveau autour de la couleur, des couleurs vives, petit à petit vraiment, c'est venu très, 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 très doucement au fil des années. J'ai commencé à estomper les couleurs, la palette est devenue un Hmm. petit peu plus sourde, un petit peu plus, mmh, moins flashy, je vais Ouais. dire. Heu et puis
j'ai rencontré une galerie d'art contemporain. Alors là, ça a toujours été pour moi une surprise. euh, bon, j'allais souvent voir les expositions chez eux, je leur ai acheté des tableaux, etc. Et puis un jour, je leur dis, bah, écoutez, voilà, j'ai deux amis artistes français qui travaillent, c'est de l'art contemporain, ils développent le mouvement support surface des années Mhm. 60-70. J'aimerais bien vous les présenter. Et ils sont venus au Japon plusieurs fois. Ce serait sympa si on pouvait organiser une expo pour eux. Enfin, voilà, je vous montre leur travail, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, ils regardent, ils disent oui, oui, oui. Il me dit pas non, mais moi, il regarde. Et puis, il me dit, vous faites des expos, genre, vous faites de la peinture aussi. Je dis, oui, je fais une expo. Bah, voilà, je fais une expo à Hankyu le mois prochain. Ils ouvrent leur nouvel espace, j'aurai une cinquantaine de pièces exposées. Oh, ben, bon, je ferai un saut. Puis il vient, bon, il regarde, il s'en va. Et bon, j'ai même pas pensé une demi-seconde à lui demander rien quoi que ce soit, parce que ce que je faisais et ce que fait la galerie, c'était le jour et la nuit. Hmm. Mais bon, j'y vais quand même. Je dis, tiens, on pourrait faire une expo. Il me dit, ouais. Bon. Et il me dit, vous savez ce que vous allez faire? Je lui dis, écoutez, franchement, non. Mais bon, on va voir, je vous montre, vous me dites oui ou non, hein. J'ai fait une expo, voilà, finalement, qui a pas mal marché, au-delà de ce que je pensais. Mhm. Et donc, ça a été un switch pour moi, comment dire? C'est comme si tout ce que j'avais accumulé, donc on parle d'accumulation Hmm. d'expérience, et cetera. Je faisais le tri, ça je garde, ça je tourne une page, c'est fini. Et je change, cette galerie me donne une formidable chance de prendre un nouveau chemin. Donc Hmm. allons-y. On ne sait pas où ça va nous mener, mais allons-y. Et donc j'ai travaillé avec eux, première expo, ensuite une deuxième, et puis ils m'ont pris dans la galerie. Donc ils me représentaient, donc c'était pour moi quand même quelque chose une chance extraordinaire de pouvoir bosser avec eux. C'est une galerie quand même très reconnue ici. S- Et puis donc on a travaillé ensemble. On est allé à Bâle, à Volta. Mhm. On a fait des salons à Tokyo. On a bien travaillé ensemble. Co- Comment se passe le business model de ces galeries? J'ai encore un peu de peine à comprendre dans le sens artiste galerie. Tu vois, quand tu fais une expo, c'est qui finance l'expo? Est-ce que en fait, dans la vente de ton tableau, bah, il y a une partie galerie, une partie artiste, une partie qui va dans l'expo? Comment ça, est-ce que chacun fait différemment? Comment ça se passe, tu vois? Quand tu es représenté par une galerie, est-ce que Mhm. tu signes une exclusivité avec cette galerie ou comment se passe un peu le business Alors model? ça dépend vraiment de la galerie, hein, Ah, mais en moyenne, en général, maintenant, il y a très peu de galeries qui demandent une exclusivité. ok. Ça existait avant. Avant, il y en avait. Mais ce qui veut dire, c'est une grosse contrainte pour la galerie. Donc, il y a quelques années, quand l'argent coulait encore à flot, les galeries souvent faisaient ça. Ils avaient un artiste qui disait, lui, il est prometteur, hop. Mais ça veut dire que exclusivité, ça veut dire que l'artiste ne vend qu'à la galerie. Hmm. Et il n'a pas, ça tout dépend du contrat, mais contractuellement, il ne peut pas travailler ailleurs. Mhm. Ou alors, s'il veut travailler ailleurs, c'est avec l'accord de la galerie. Mais de son propre chef, il ne va pas Il peut pas. pouvoir aller, tiens, je vais bosser par-ci, par-là. D'un autre côté, la galerie s'engage à acheter toute la production de l'artiste. Hmm. C'est-à-dire que la galerie le fait vivre. Voilà. Ouais, Donc ça, pour la galerie, c'est une grosse contrainte. Si par malheur l'expo ne marche pas, s'il ne vend pas, c'est la galerie, elle perd tout. ok. Donc ça s'est plus ou moins arrêté. Ça existe peut-être encore. Moi, j'en ai vu une il y a quelques années, mais je pense que là, c'est terminé. Donc les galeries ont une écurie, en gros, Mhm. d'artistes. Je l'écurie, c'est pas très... Enfin bon, c'est pour les Formule 1, peut-être pas pour les artistes, hein, voilà. Euh, et elles s'engagent quand même à euh, leur faire une promotion, c'est-à-dire un certain nombre d'expositions par an, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ça dépend des galeries.
Les galeries qui ont quand même un peu de notoriété vont faire des salons. Mmh. Donc ça peut être des salons au Japon, mais ça peut être à l'étranger aussi, où elles vont, équitablement répartir les artistes pour que chaque artiste puisse être représenté à peu près d'une manière équitable. Moi, OK. la galerie que j'avais aussi, elle bossait avec des designers, avec des, pas designers, avec des architectes d'intérieur. Donc bon, par exemple, j'ai eu des commandes pour Beams, OK. le Beams, les magasins Beams. J'ai eu pour des particuliers, pour un autre cabinet architecte. Donc là, ils m'ont commandé des tableaux. Et comme ils savaient que moi, ça m'intéressait de travailler sur commande, c'est un challenge que j'aime bien. Beaucoup d'artistes ne le font pas. Ils disent: «Voilà, mon tableau, c'est ça. Si ça vous plaît pas, prenez autre OK. chose». Moi, j'aime bien cette contrainte, de rencontrer quelqu'un. Par exemple, j'avais bossé pour un bureau d'architecte. Il me dit: «Voilà, nous, on ouvre un nouveau bureau. On aimerait ça. Voilà, on a vu votre travail. Nos couleurs, ce serait plus ci ou ça. Est-ce qu'on peut» voilà. Donc moi, j'ai un espèce de cahier des charges Mmh. et j'essaie de m'exprimer Contexte. dans ce contexte, dans ce cadre de travail. Ce qui pourrait être intéressant parce que avoir un cadre, ça limite, mais d'un autre côté, ça permet aussi de voir jusqu'où on peut aller dans un cadre Mmh. défini et arriver à un accord, pas un compromis, mais à ce que les 2 parties soient satisfaites. Et ça, c'est un échange. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que, ben, je travaille avec des gens qui foncièrement étaient intéressants, humainement parlant. Donc moi, j'ai vu ce qu'ils faisaient, et c'était pour moi avec l'environnement, ça m'intéressait de pouvoir mettre mon travail dans cet environnement, C'est sans me contraindre non plus à j'allais pas leur faire un coucher de soleil à Ibiza, quoi, évidemment. ouais, c'est Ça c puis restait c dans le style de ce que je fais. mais ça ouvre un dialogue, en Ah fait, oui, entre oui, puis moi j'aime bien cette contrainte, ce deadline aussi. OK. C'est pas mal. Donc bon, la galerie savait que moi j'étais partant pour ce genre de choses, donc on a pas mal bossé là autour aussi. Donc elle a elle te elle a, je sais pas, un client, qui dit: «Ah, j'aime bien son travail, ah, mais si vous voulez, on peut l'appeler» et là, tu rentres dans une On se rend compte, rencontre, voilà, tu ouais, dis: «Ça, c'est, je sais pas, l'emplacement dans lequel j'aimerais, cette pièce». Vous discutez un peu ensemble: «J'aime ce que vous faites, ça, ça, ça» et toi, tu travailles sur ces voilà, entre guillemets «contraintes», enfin, ouais, ce cadre, que vous êtes fixé avec eux. ouais, ouais. OK, Donc je OK. fais des essais. Alors les gens me disent: «Est-ce que vous pourriez m'envoyer des sketchs, de votre travail?» Oui. Donc ça, je fais pas. Ah, OK. Je dis: «Non, parce que jusqu'à la fin, ça peut changer et vous allez voir un sketch, ça va pas vous donner le» parce Mmh. que, très souvent, les gens ne peuvent pas imaginer le travail fini. Donc on leur donne un sketch, ils disent: «Ah, c'est ça?» Non, c'est un sketch que je Ouais. vous donne, c'est pas vous allez voir le travail fini, c'est pas pareil. Donc je dis aux gens: «Non, je préfère vous faire le travail fini. Si ça marche pas, je vous le refais». OK. C'est-à-dire que, si je sens que la personne est trop compliquée, elle ne sait pas ce qu'elle veut, ça va être un peu donc à ce moment-là, je dis: «Bon, je refuse». Mmh. Si je sens que la personne est ouverte d'esprit, et qu'on va pouvoir dialoguer, qu'on a à peu près les mêmes points de vue, donc je suis prêt même à refaire le travail. Donc à partir du moment où je m'engage, je signe le truc, j'y vais jusqu'au bout, même si ça me prend, beaucoup plus de temps que prévu. OK, Voilà. OK. Donc ça, c'était vraiment donc la galerie, elle, c'est plutôt elle qui finance, en fait, les expos. C'est elle Oui, qui vous promeut oui, et vous signez un contrat avec un elle prend une marge sur chaque, pièce voilà. vendue. Donc en général, les galeries prennent 50. 50, ah, en plus, c'est assez Voilà. simple. Donc, une Cinq pièce, vendue 1 000 francs, c'est 500 francs l'artiste, 500 voilà, francs voilà. la galerie Ouais. et En moyenne, c'est ça. les Heu, services de pause et tout ça, les galeries prennent en charge le de la pause? De la pause, si c'est des pièces un peu plus difficiles à transporter, à ah oui, bien fixer, sûr, oui, oui, oui. OK. Quand tu veux dire quand elles sont Livrer, ouais, tout le livrées? Oui, service oui. après, ça, c'est plutôt la galerie qui prend en charge. Oui, oui, la galerie, par exemple, là, l'autre jour, j'avais fait une pièce de à peu près 2 mètres sur 2. Mmh. Donc la galerie est venue, elle a pris la pièce, en fait, c'était quatre pièces rassemblées en une. Donc après, il y a un menuisier, ça, qui est venu chez le client pour installer, parce qu'il y avait certaines contraintes, techniques. Donc c'est eux qui s'occupent de tout. Oui, OK, bien sûr, oui, ça, oui. c'est plutôt Oui. eux qui s'en Oui, occupent. oui. Donc ça, c'est plutôt le côté galerie.
Mais ça, tu disais que maintenant, tu travaillais plus trop avec les galeries, c'est ça? Ou de moins en moins? Tu travailles toujours avec une galerie? Oui, j'ai une galerie à Nagoya, j'en ai une, je pense qu'on va négocier avec une galerie ici. Hem, Si tu veux, dans la première partie de mon travail, avant que je bosse avec la galerie Osaka, j'ai pas eu besoin de galerie. C'est-à-dire que j'avais un marchand d'art Mmh. qui s'occupait de moi, qui avait beaucoup de points de chute. On a beaucoup travaillé avec les grands magasins, Daimaru, Hankyo, et cetera. Il avait une grosse clientèle aussi. Il s'occupait de mon travail, donc. Et puis c'était un sujet facile à, je veux dire, d'un point de vue marchand d'art, facile à vendre. C'est-à-dire Mmh. que les gens voient tout de suite, ça leur parle. Quand j'ai travaillé avec un travail plus minimal, ce que je fais maintenant, ce que tu disais avant, ça parle pas tout de suite, hein. Souvent les gens, il faut qu'ils reviennent une, 2 fois, et cetera. Et là, il y a besoin de quelqu'un. Il y a besoin d'une galerie qui a ce type de clientèle, parce que c'est quand même une niche, hein. C'est pas grand public, je veux dire. Donc, quand on travaille avec une galerie qui a déjà les collectionneurs qui sont sensibles à ce style, ça va. Sinon, là, je ne sais pas si je pourrais. Alors, je travaille ponctuellement avec des galeries, mais avant, oui, avant, je pouvais faire ça. Pardon, je pouvais faire ça euh, sans être dans le circuit des galeries. Galerie. Parce que tu me disais qu'il y avait une autre manière que tu utilisais pour exposer ton travail, que je trouvais vraiment intéressante, c'est que tu travaillais avec des architectes d'intérieur qui, eux, architectes d'intérieur ou c'était plutôt vente de mobilier, où ils font les deux, c'est ça? Les deux. Ok, donc ils proposent un intérieur et leur mobilier, leur style fonctionne bien avec Oui. ton travail. Puis en C'est-à-dire, fait, oui, vous êtes complémentaires oui. de cette façon. Voilà. C'est-à-dire, il y a donc je peux appeler ça une galerie, oui. Oui, ça s'appelle galerie, oui, donc oui. euh, qui ont un showroom à Tokyo, à Ginza, et ils ont un autre showroom à Osaka. Euh, et ils importent des meubles du Danemark. Donc tous leurs meubles viennent du nord de l'Europe. Donc c'est tout des trucs faits main, c'est voilà. Et on s'est rencontrés par l'intermédiaire de la première galerie avec qui je travaillais à Osaka, qui bosse beaucoup avec eux. Et donc c'est avec eux que j'ai bossé vos architectes pour BIM, etc., pour d'autres clients. Et puis quand j'ai quitté la galerie à Osaka, je suis resté avec eux. Et donc voilà, régulièrement, ils viennent ici avec des collectionneurs, des gens qui, voilà, qui ont une maison, un appartement, etc. Lui, il s'occupe de tout le mobilier. Donc en général, c'est toujours des meubles Fritz Hansen, voilà, c'est Mhm. un peu ce type de mobilier. Et très souvent, les gens aussi souhaitent avoir un tableau, une pièce d'art qui va entrer dans leur, avec leur avec l'ensemble. Donc, comme ce que je fais est très proche effectivement de ça, notamment euh, le travail très minimal sur les grilles que j'ai fait, ça rentre vraiment dans leur cadre. Ah. Et donc, on travaille ensemble, on travaille bien, bien ensemble. Oui, c'est une belle. Depuis combien d'années? Depuis. Bah, la première fois que j'ai travaillé avec eux, ça devait être en 2000. Attends, je pense 18, 17, 18, 2000, ça fait 7, 8 ans à peu près. 7-8 ans? Oui, Ah, donc ça fait. oui. Oui, petit à petit, ça commence à. Ouais, je trouve le modèle intéressant en fait. C'est quelque chose que nous, on devrait aussi un petit peu s'y intéresser parce que alors on le fait, on travaille avec des artistes aussi, mais on travaille aussi, on essaie de travailler de plus en plus avec des artistes en direct, Mhm. mais ouais, je trouve intéressant l'approche de cette complémentarité en fait Ouais, entre ouais, vos deux métiers en réalité. oui. Oui, c'est d'autant plus intéressant que, décidément, euh, les, les, euh, les collectionneurs que j'ai rencontrés par l'intermédiaire de cette galerie, entre guillemets, euh, sont des gens qui n'iront peut-être pas dans une Ouais. galerie d'art contemporain. Moi, j'ai eu un collectionneur le premier tableau qu'il m'a acheté, il était exposé au Four Seasons à Tokyo. Mhm. Et le Four Seasons m'appelle, il me dit, écoutez, on a
on a un membre du Four Seasons euh, qui... merci, je bois un petit coup de... Je vais aussi chercher pour moi. Un membre du Four Seasons qui voudrait acheter votre tableau. Bon, il est chez nous. Est-ce qu'on peut difficilement refuser? Est-ce que vous seriez d'accord pour le vendre? Je dis bien sûr. Mhm. Ben, bien sûr. Donc, ils l'ont vendu. Après, ces clients, on s'est rencontrés. Ils m'en ont racheté beaucoup d'autres parce qu'il y avait une maison aussi au Japon et au Canada. Ce sont des amis. Et ils me disaient, tu sais, on a cherché quelque chose comme ça pendant des années. On ne rentre jamais dans les galeries. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à entrer dans une galerie. On est rentré dedans une fois, tout blanc. Les gens étaient là, pas très sympas. Donc, ça nous a un peu... Voilà. Hmm. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. J'ai entendu plusieurs fois. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude non plus. Il y a des gens qui vont systématiquement voir les vernissages, qui ont l'habitude, mais d'autres non, qui aiment la peinture, qui aiment l'art, mais qui vont peut-être pas forcément faire le pas d'entrer dans la galerie ou voilà, souvent ils vont pas aller pour acheter et ils se sentent un peu mal à l'aise s'ils n'achètent rien. Bon. Mhm. Et en repensant à ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que dans un contexte de vie, c'est-à-dire que là, c'était le Four Seasons, bon, mais dans une galerie où il y a du mobilier, il y a un espace de vie, les gens vont voir ça, ça va leur parler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que souvent dans une galerie, un white Ouais, cube, tout est blanc, et les tableaux sont les uns à côté des autres. Et ça m'est arrivé une fois où c'était un tableau assez grand, donc les gens ont vu ça, ils l'ont acheté, la galerie est allée l'installer chez eux, et chez eux, les gens ont dit ça marche pas. Donc la galerie m'a dit: «Est-ce qu'on peut le reprendre?» J'ai dit: «Mais bien sûr, évidemment, on va pas». forcer. Mais bien sûr. Et puis du coup, ils ont racheté autre chose plus petit qui matchait mieux avec leur appartement. Et c'est ça, j'ai rendu compte que très souvent, surtout pour les grands formats, les petits formats, ça va. Mais les grands formats, les gens le voient: «Oh waouh, c'est bien», et arrivé chez eux, ça marche plus. Surtout ici, avec des plus petits Voilà, appartements, ouais, ouais, ça ne matche pas forcément voilà, avec des grands formats, ouais. quoi. Donc les 2 démarches sont bien, hein. Moi, je pense que mais tu vois, j'étais tu vois, avec ma galerie à Nagoya, qui me disait: «Est-ce que je vais garder ma galerie?» Hmm. Parce que je me rends compte, et je l'ai entendu à d'autres occasions, pas seulement au Japon, mais ailleurs aussi, où les galeries se disent: «Ça nous coûte la galerie, la location, ça nous coûte le staff, heu, l'organisation d'expo, tout ce qui va avec. Hmm. Est-ce que par rapport à ce qu'on vend pendant une expo, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que notre chiffre d'affaires maintenant, on ne le fait pas plus dans les salons?» Tu sais qu'il y a, Hmm. il y a les salons d'art ont explosé. Il y en a C'est vrai? partout maintenant. Ok. Comme Tant- Basel Art, Beaucoup plus Art petits, Basel. hein. Par exemple, si tu vas au Japon, Art Basel, c'est quand même les tops, hein. Ok. C'est vraiment les Bon, trucs, c'est hein, un tu des plus vois, mais un des plus grands mondiaux. oui, je dirais, Pas- les prix les plus bas, c'est 50 000 euros, bah, tu vois, voilà. Par contre, tu vas au Japon, il y a quelques années, ça a démarré quand ça, je dirais? Allez, dans les années 2010, 12, 13, 14, 15, par là, je ne sais pas exactement, mettons 10 ans, peut-être un peu plus, où il y a eu des salons qui se passaient dans les hôtels. Ah, Donc, par exemple, maintenant ça a changé, mais il y avait à Osaka, il y avait Kyoto, il y avait Nagoya, enfin, toutes les villes faisaient ça, hein. et ça, il y a Parc encore. hôtel, machin, oui, bien sûr. Ou tu as Parc hôtel, par exemple, à Tokyo, l'organisation loue 2 étages de l'hôtel, Mhm. toutes les chambres. Et chaque galerie a une chambre. Ah, Et c'est donc intéressant là, le tu as concept. un flux. Là, tu as 1000 personnes par jour, même plus. Alors que toi, tu fais une expo dans ta galerie, tu vas avoir deux personnes dans la journée, tu vas être content, quoi. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que les gens arrivent plus facilement à se projeter une pièce qui est bien mise dans une chambre d'hôtel. Enfin, elle correspondra plus à ce que eux, ils peuvent se projeter chez eux
que, comme tu as dit, une pièce dans un mur qui fait 4,50 m de haut, fond blanc, tu vois? Nous, qu'on est dans du métier, on arrive à se projeter, s'imaginer, le dessiner, mais quelqu'un qui a pas cette vision-là, je peux comprendre que ça pose, et je trouve que c'est ouais, je pense que ça va être une évolution, petit à petit qui va arriver. Les salons, oui, parce que, bah, le coût est moindre, même si quand même, bon, voilà, Faire selon la l'expo. taille du salon, ça reste quand même assez, sur Tokyo, ça va être 20 000 à 30 000 €, peut-être, oui, à peu près 20 000 à 30 000 € les 2 jours, 3 jours. Mmh. Mais, il y a un flux, il y a du monde qui passe, il y a beaucoup de monde. Heu, donc les galeries sont il y a beaucoup de galeries maintenant qui se disent: «Je vais arrêter la galerie physique, j'ai les réseaux sociaux, les salons, ça me suffit et un lieu de stockage pour les artistes et ça et basta». Et je pense que c'est une tendance, Mmh. à mon grand regret quand même, parce une expo, une galerie, c'est quand même pas mal. Tu vois, juste pour reprendre l'idée de l'hôtel, ça a été fait parce que c'était, très souvent louer un hall d'exposition comme à Tokyo, par exemple, ça coûte énormément cher et puis les organisateurs ont souvent pas les moyens, sauf pour une très grosse structure. L'inconvénient en chambre d'hôtel, c'est que, bah, la chambre est petite Mmh. et tu as pas de recul. Donc quand tu as 5-6 personnes dans la chambre, tu es là, tu essaies de voir, le tableau, voilà, Ça a pas je forcément suis pas fan. ouais, moi, je suis en train d'essayer de développer, une autre idée, un autre concept, c'est de proposer du home staging et puis, en fait, l'idée, ce serait de proposer pour des appartements haut de gamme, donc plutôt vraiment dans le luxe. On rénove et on utilise ces espaces comme une expo, tu vois? Et ce qui habille, l'ensemble des murs. La galerie où l'artiste peut l'utiliser comme une zone d'expo parce que de toute façon, l'appartement, il sera jamais vendu en 2 jours. Tu vois? Un appartement quand tu as fini les travaux, même s'il y a un coup de cœur, tu peux il va pas se faire en une semaine, tu vois? La signature, donc tu peux l'utiliser comme une espèce d'exposition, le Mmh. temps que la vente de l'appartement se fait et après c'est l'acheteur qui décide voilà, on lui dit: «Ça, c'est dans le prix, ça, c'est pas dans le prix». Tu vois? Et il peut prendre, ou Mmh. pas et je pense qu'il y a quelque chose à faire Oui. je sais pas ce que tu en penses, Oui, mais non, mais, tu vois un petit peu l'idée, oui. Bon, si tu veux, moi, je vois très souvent les gens me disent: «Bah, je viens de déménager, je voudrais des tableaux pour mon appartement», donc ils me disent: «Bah, ça, c'est bien, bon, OK». Bon, voilà, c'est pas des gens amoureux d'art, ils Mmh veulent mh. juste un truc au mur, quoi, qui fasse bien. Donc ils vont mettre leur lithographie ou leur tableau au mur et ça ne bougera pas pendant 20 ans. Mmh. Bon, ça c'est, mais, d'un point de vue purement commercial, hein, heu, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'effectivement, les gens voient le tableau dans son lieu de vie, sorti du contexte de la galerie et je trouve que c'est pas mal pour des gens qui sont pas forcément amateurs d'art. Ça peut aussi les ouvrir à aller voir un peu plus. La galerie reste quand même pour les gens qui déjà au départ sont amateurs d'art. Ouais. Ils vont faire le pas parce que: «Ah, tel artiste m'intéresse, tel mouvement m'intéresse», heu, voilà. Mais ça reste quand même une toute petite niche. Tu vois? Parce que les découvertes moi, je suis pas amateur de galeries d'art, tu vois? Par exemple, pas que j'ai pas de sensibilité, mais c'est vrai que c'est pas un endroit où j'y vais régulièrement et comme tu dis, c'est quelque chose où tu te sens pas forcément toujours à l'aise. Par contre, je suis sensible à l'art et c'est vrai que les réseaux sociaux et la nouvelle manière de présenter l'art, alors là, par contre, j'en suis beaucoup plus sensible. C'est-à-dire, si je rentre dans un espace et je vois des pièces d'un artiste qui m'intéresse, si j'ai pu savoir d'où il vient ou comment, là, tout de suite, je vais essayer de comprendre, chercher, où quelle galerie ou comment est-ce que je peux trouver cet artiste, tu vois? Mmh. C'est une autre comme tu dis, il y a une catégorie un peu hybride, Oui, ouais. de pas amateur d'art, mais sensible à l'art mais aussi sensible à l'art dans un contexte donné, Mmh. des fois Oui. et
OK, c'est intéressant de voir Il y a les comment 2 ça évolue, quoi. il y a les 2 points de vue, hein, si tu veux. Moi, je vois aussi souvent, j'ai exposé effectivement dans un lieu de vie comme ça, et je dis: «Bon, pour, si c'était bien pour effectivement ce que tu viens de dire, ou pour des gens qui sont pas habitués aux galeries, qui sont pas forcément, voilà, amateurs d'art, Mmh. qui s'y connaissent en, et puis, pour l'artiste lui-même, des fois, qui veut que son travail soit exposé de telle manière, la galerie, elle va faire ce que toi tu veux. C'est-à-dire si tu dis à la galerie: «Je veux que ce soit fait comme ci ou comme ça», elle va le faire. Si tu veux un mur avec rien autour, juste une pièce et rien d'autre, ce sera comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des expos, même moi j'en ai fait une où j'avais décidé de faire que des toutes petites pièces qui faisaient, allez, 30 centimètres sur 30 comme ça, et dans la galerie, il y avait 15 pièces, c'est tout. Mais une galerie très grande, hein, et donc entre chaque pièce, il y avait à peu près plus de 2 mètres de blanc, et donc je me souviens, elle m'avait dit: «Ah, vous avez pas une grande pièce quand même en appel pour les gens, ça fait bien qu'il y ait», non, je dis: «Non, non. Là, pour ce coup-là, je veux des Que petites ça. pièces, format unique. Voilà. C'est comme ça que ce sera.» Et j'aurais pas pu créer cette atmosphère dans un lieu avec des couleurs, avec des meubles, et cetera. Donc c'est 2 démarches différentes. Mmh. Quand on a vraiment envie de montrer son travail, mais le travail simplement. Donc là, on n'est plus dans l'aspect décoratif. On est dans l'art Et vraiment, du dans. coup, la galerie, là, c'est ce qui s'apprête le mieux. Ah oui, c'est pour ça Bah, que pour moi, les 2 sont complémentaires. L'un ne remplacera pas l'autre, malheureusement. mmh, Heu et puis très souvent aussi, moi j'ai bossé avec la galerie Osaka, le gars qui s'occupait d'installer les tableaux, il avait un sens très aigu de l'installation. Il voyait tout de suite comment il fallait mettre les tableaux en valeur, et ça, il me disait: «Tiens, on va faire ça». Je savais pas vu. C'était son boulot, il le faisait très bien. OK. C'est lui qui te Ah, il guidait voyait, oui, oui, aussi, ouais, et voilà, ces pièces, l'appel, c'est celui-ci, celui-là, il vient plutôt voilà, là et vous ouais, discutiez ensemble pour, ouais, comment aménager la ouais, galerie, ouais. Ça ne remplacera pas la galerie, mais je crois que la tendance, elle est partie comme ça, avec effectivement les réseaux sociaux, toutes les plateformes qui se mettent en place maintenant, où même les galeries se disent: «Bon, ça va remplacer la galerie physique». et l'achat direct, ça se fait aussi beaucoup? Toi, tu fais de la vente en Oui, bien direct? sûr, oui. Oui. Donc les gens qui Oui, viennent, j'ai tout, des oui, gens depuis le début. depuis le début. Oui, Donc oui. s'il y a des auditeurs qui sont touchés par ton travail, Oui, bien sûr, oui. prendre Oui, contact oui. avec Oui. toi, Oui, oui, sans problème. Là, j'ai souvent des gens qui m'appellent, voilà: «J'ai vu votre travail tel, là, est-ce que» bon, là, très souvent, ça a été par des connaissances un bouche à mmh, oreille. C'était pas tant par les réseaux sociaux, comme on en discutait avant, ouais, je suis pas très, très présent quand même, malgré Instagram, c'est à peu près tout. Donc c'était plus un bouche à oreille, voilà, de gens qui avaient acheté les tableaux, qui ont vu que ta ta ta, et cetera. Donc c'est des réseaux secrets comme ça. ah, qui est Ou alors, j'ai des gens qui sont allés manger dans un restaurant, ils ont vu mon tableau, ils ont un restaurant qui a fait ça, et cetera, puis, ils m'ont contacté par la suite. ils ont fini chez Ouais, toi. ouais, ils ont fini à la maison, voilà, hein, ils ont C'est fini à fou. l'atelier, donc pour ça, c'est important aussi les lieux. Par exemple, bon, je reprends l'idée du Ritz-Carlton ou du Four Seasons. C'est aussi des lieux où il y a beaucoup de gens qui passent, et où le lieu se prête aussi à, donc là, j'ai des tableaux que j'ai faits en fonction du lieu aussi, OK, voilà. et tu en as toujours au Ritz? Oui, j'en ai avoir une vingtaine maintenant, OK. ils sont splendides au rez-de-chaussée où il y a le restaurant italien, Ah, OK, voilà. OK. Donc là, on est en train de travailler avec, le restaurant français, La Baie, au 5e étage au Ritz, et on a eu l'idée de travailler sur, un tableau. J'ai fait un tableau et eux font le dessert qui représente le tableau. OK. Donc on Ah, va sympa. montrer aux gens et ils auront donc la présentation, il y a le dessert et à côté, il y a une représentation du tableau En petit format, du coup, en petit format. qui viennent présenter,
Ah, j'aime bien le concept. Donc, Donc il y a le dessert, tu vois, le gâteau, c'est un carré, parce que le tableau va être et carré. poser un C'est un gâteau carré comme ça. Puis à côté, sur le même plat, c'est un grand plat qu'ils vont faire spécialement pour l'occasion, il y aura une impression signée avec le tableau. ah, sympa. Voilà. Donc mélanger, l'art culinaire avec le Voilà. Donc, dessin. je connais bien le chef, on a discuté l'autre jour, il me disait: «Bah, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas?» Ça, c'est quelque chose qui toi, tu as amené ou Oui, en oui, oui, oui. discutant Non, non, avec lui, parce que on avait mangé à la baie, là, avec ma femme et puis, ils ont toujours de très, très beaux desserts. Puis je voyais ça, c'est presque une œuvre d'art, une peinture. Puis en rentrant, je dis: «Tiens, peinture, machin, ah pourquoi pas?» Donc tu je suis allé les voir, j'ai dit: «Tiens, qu'est-ce que vous en pensez?» «Ah bien, bah, c'est une bonne idée, tiens, pourquoi pas? On va essayer, on va voir ce que ça donne». Voilà. Donc ça, c'est des collaborations aussi qui sont assez sympas. J'avais fait ça aussi, dans un autre groupe, là, c'était différent. Je faisais des sketchs sur l'heure et puis les gens repartaient avec leur selon là, c'était un travail vraiment très, très sympa, très ludique. On avait fait ça pour s'amuser un peu. Je crois il faut aussi comme ça, moi j'aime bien, sortir du cadre, du contexte très rigide de la peinture, ah, dès que tu me as décontracter avec des moments de dessin, de choses comme ça, c'est vraiment agréable et de rencontrer des gens. C'est un travail solitaire quand même, hein, là, ici, on est à l'atelier tout seul. et quelle discipline tu as avec ça? Tu arrives à te c'est les c'est ces moments de comment dire? D'expo et ces jalons qui te poussent à garder cette discipline? Ou, comme tu dis, c'est quand même très solitaire, Ouais. comment tu arrives à trouver cet équilibre entre, Bah, c'est un travail quotidien. une Je discipline? suis salarié de la peinture. Non, non, mais je bosse tous les matins 9 heures. Voilà, tu vas, tu commences, Petit déjeuner, boulot. boulot. Boulot toute la journée. Après, je vais courir ou je vais physiquement me dépenser, j'ai besoin de ça. Mmh. Et je reviens et puis je fais autre chose. Et Je travaille sur autre chose. cette partie rencontre, comment du coup, tu bouges, tu vas voir les gens, tu vas voir les galeries, tu tu aménages ton emploi du temps comme ça? Ou, pas forcément? Non, pas forcément, mais c'est un rythme, hein. C'est-à-dire qu'on est forcément amené à rencontrer des gens tout le temps. Mmh. On va dîner avec un tel, on sort avec ma il faut cultiver cette relation sociale, c'est complètement essentiel. Des fois, j'ai pas envie, des fois, je suis bien, là, je fais ma journée. Mais j'ai attention, alerte là, zone de confort, c'est dangereux. Il faut, et justement ce dont on parlait au début de notre conversation, quand j'avais l'atelier à Osaka, automatiquement je sortais. Mmh. C'est-à-dire de l'atelier jusqu'à la maison, je m'arrêtais forcément quelque part. Là, il faut que je prenne ma voiture ou le train, et ça me fait 1 heure de route quand même. Donc des fois, il faut dire: «Bon, faut y aller là». Mais c'est pas évident. On a tendance un peu à être là, à s'installer dans une routine. La routine, c'est quelque part important parce que, bon, pour moi, j'ai besoin de travailler tous les jours, même si j'ai pas envie ou pas d'idée. Je me dis: «Bon, si j'attends que ça vienne, je vais attendre, longtemps, hein». Souvent, je dis: «Oui, tu comprends, là, je le sens pas aujourd'hui», tiens, moi non plus, je le sens pas, mais quand je le sens pas, je prends un papier, je griffonne, je fais des trucs. Tu tu Je peins n'importe quoi, je cherche pas à faire quelque chose, je fais. OK. Ça Parce que si des fois, si on attend que l'inspiration vienne, là, on peut attendre longtemps et et du coup, tu sors pas forcément? C'est ça qui est intéressant? non. Dans le sens, ah, aujourd'hui ça vient pas, tu prends la voiture, Ah non. tu vas faire des galeries, te balader, faire des photos et tu vas, tu prends ton papier et Oui. tu commences et c'est là c'est allez 30 premières secondes qui te lancent, Ah ben ça alors des fois, pour ça la peut suite, pas quoi. venir du tout de la journée, mais bon, je me dis que c'est quand même quelque chose qui est quelque part, c'est mis quelque part dans le voilà et ça ressortira à un autre moment, OK. tu vois? Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes, qui nous écoutent, ceux qui aimeraient se lancer ou peut-être même travailler au Japon? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Difficile, hein, c'est difficile de donner un conseil parce que chaque cas est
tellement particulier. Je pense que euh, moi, c'est les rencontres, hein, qui m'ont fait. Donc, je crois que avant tout, c'est être ouvert aux autres, euh, et prendre tout ce qui vient. Curieux. Curieux, être curieux. Je crois que ça, c'est la base de tout. Être curieux et ne pas vouloir. Quand, quand on veut forcer les portes, ça marche jamais. Ça, je suis d'accord. Ou elles s'ouvrent toutes seules ou pas. Et quand on sent une opportunité possible, là, il faut y aller. Il faut pas se dire ah, je vais voir. Non, non, faut y aller. Mais je pense que oui, c'est la curiosité, ouverture d'esprit, et le reste vient tout seul. Et d'essayer. Oui, il faut. Hein, on a rien. C'est ce qu'on on en parlait au début. Surtout quand on est jeune, toutes les portes sont ouvertes. Elles s'ouvrent toutes. Faut tout essayer. Et puis après, on fait le tri, hein, on voit ce qui marche pas. On fait le tri, on se recentre et petit à petit, on va faire son chemin. Mais les opportunités, elles existent. Tu l'apprends ou tu l'apprends pas. Voilà. C'est... Il y a- Ouais. il y a- bon, aujourd'hui, il y a d'autres outils qu'on n'avait pas, nous. Moi, quand je suis arrivé, il y avait pas les réseaux sociaux. Voilà. C'était le contact direct. Ce qui pour moi est peut-être pas plus facile, non, mais crée des liens plus profonds, Hmm. qui durent. On est moins dans le zapping. On était moins dans le zapping. Aujourd'hui, on prend, on jette tout de suite. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Et puis les jeunes générations, elles sont dans ce flow-là. Donc, oui. Alors, il y a effectivement les réseaux sociaux, mais je reste aussi très persuadé. Et au Japon, c'est quand même une communauté qui est très sur le contact, hein. Je veux dire, on est beaucoup sur la confiance, sur la rencontre. Et je le vois, hein, je le vois tous les jours depuis que je suis ici. C'est la rencontre qui amène à une autre rencontre, qui amène à une autre rencontre, avant même de, comment dire, de poster à fond. Oui, tu as cette possibilité de poster, d'avoir du succès sur les réseaux sociaux, mais je pense que les rencontres sont point clé avant Oui, même oui, bien sûr. les présences et des Oui. stories. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. Moi, souvent, je me dis, je suis invité à un dîner, alors je n'ai pas envie d'y aller. Si, vas-y, là, vas-y. On ne sait jamais. Il peut se passer quelque chose. Et C'est vrai. puis, tu peux. Non, non. Et très souvent, je dis, bah, j'ai bien fait d'y aller. Hmm. Ça a été un moment vraiment, vraiment sympa. Euh, mais moi, je sens quand même, entre le Corona avant, il y a un avant et un après. Hmm. Covid ou Corona, ça dépend. Au Japon, ils disent plutôt Corona. Par rapport, tu dis, Par au rapport à corona. la relation à l'autre. Ah, Ah, carrément. même encore maintenant? Ah, mais de plus en plus, oui, oui, vraiment. Si tu veux, il y a eu des. Alors, en France, je sais pas vraiment, peut-être un peu moins encore que, mais ici, oui, surtout chez les jeunes générations, je crois que les gens sont beaucoup plus renfermés sur leurs outils, sur leur téléphone, sur leurs trucs comme ça. Moi, je vois les jeunes sortent aussi beaucoup moins. Hmm. Moi, je vois, on sortait avant, c'était blindé de monde partout le soir. Ici, à 10 heures, tu n'as plus personne, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus calme. Il y a eu un truc. Moi, j'ai vu aussi, où j'ai fait je travaille aussi avec j'enseigne l'art aussi, j'ai enseigné l'art à des étudiants. Euh, et eh ben, il y a un problème de curiosité, de déplacement. Vous êtes allé voir l'expo machin? Ah bah faut y aller, ah bah oui, ah bah mais bon, on a le truc, c'est dessus, il y a les écrans. J'ai dit, non, non, un tableau, faut aller le voir. C'est pas l'écran qui va vous montrer la subtilité de la chose. C'est la démarche. Il faut être curieux de voir ce qui se passe. Au- Donc oui, oui, beaucoup. Ça... Ça, je pense que tu le vois dans les restaurants. Souvent, tu as des jeunes couples, etc. Ils sont là, ils se parlent pas, quoi. Ils sont sur le truc, hein. Euh, donc non, je pense qu'il y a eu un. Tu sais, que ça a été très traumatisant le corona, hein. Plus ici au Japon un peu moins, mais en France, le confinement, ça a été très traumatisant pour les gens. Et Ah, ici aussi. Euh, c'est un petit peu des deux. Je pense qu'il y a eu le corona
Et surtout, on est devenu ultra addict aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont devenus vraiment des grosses machines à rendre les gens encore plus addicts. Parce que voilà, si on regarde l'évolution d'Instagram, et on en parlait un petit peu en off, c'était juste des images, tu arrives au bout du fil, c'était cassé. Maintenant, ça te rend addict, tu pourrais passer une journée entière à passer. Et moi, je me bats tous les jours pour... j'ai désinstallé Instagram, j'ai désinstallé tout ce que je peux parce que je sais que ça me rend dingue. Mm. Je me sens drogué par Oui, ça. oui, 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 Et oui. je fais vraiment attention pour ne pas être aspiré trop par ces Oui. réseaux. Et on perd un petit peu ce contact. Ah Mais bah oui, oui, oui. Moi, je vois les gars, ils passent 6 7 heures sur leur smartphone. c'est la folie, ouais. C'est un peu inquiétant pour les générations futures. J'ai vu des cas très choquants où tu as t'as des parents jeunes, hein, une trentaine d'années. Bon, lui, sur son resto, en train de manger, son smartphone, elle aussi. Le smartphone et le bébé qui pleure dans le truc, elle a un autre écran, elle lui met comme ça devant les yeux. Mm, Donc mm. là, qu'est-ce que les parents transmettent? Moi, je parle de transmission, ce qui pour moi essentiel dans mon travail d'éducateur que j'ai fait pendant un moment, c'est de transmettre aux Mm. jeunes quelque chose. Et très souvent, je vois des familles entières, hein, le restaurant, c'est un bon terrain pour ça. J'ai vu ça il y a pas si longtemps que ça, le père, la mère, 2 enfants, chacun avec son smartphone. Pendant le dîner, ils se sont dit 2 mots. Mm. C'est terrifiant. C'est vrai. Heu, j'entendais ça, une émission, je sais plus où j'entendais ça, où, le avec les intelligences artificielles, c'est le meilleur comme le pire, heu, le gamin disait à son père: «Mais pourquoi est-ce que je vais être obligé d'aller à l'école? Puisque l'intelligence artificielle va tout faire à ma place». Bah oui. Donc c'est une caricature, hein, Ouais, ouais, bien sûr. mais quand même, voilà. C'est-à-dire que, moi c'est ce qui m'inquiète un peu dans ces histoires-là, c'est la transmission. Heu, les traditions, très Mm. important quand même, se perdent, disparaissent. Qu'est-ce qui reste? Quand il y C'est a vrai. plus ce rythme, ces transmissions, qu'est-ce qui reste? Que du vent. Mm. Qu'est-ce qui reste quand on a passé 3 heures sur son smartphone? Rien. Mais ouais, on voit quand même qu'il y a une poussée un peu différente de... Et puis, tu vois, c'est marrant maintenant, la jeune génération, ils sont à fond dans ce que nous, enfin, moi, j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Tu sais, il y a toute cette mode maintenant, photo argentique, vinyle. Oui. Ah ben il y a une certaine Hier, nostalgie. hier- Ah oui, hier- oui. hier, j'étais dans un café à Fukushima et c'était tellement drôle. C'était un jeune qui tenait ça. Il dit, ah, monter à l'étage, on arrive à l'étage. Il avait fait tout un truc tout chiné, années 80-90. Coloré, il avait mis 4 ou 5 caméras, mais les vieilles caméras branchées au vieux écran cathodique. Ils étaient tous là à faire des photos sur les réseaux sociaux. Je trouve marrant cette mode Ouais. Bon, on l'a vu en 80. France aussi, hein, il y a Encore eu un maintenant, elle tient retour encore. des années 80, mais il y a oui, maintenant là. Là, je crois qu'il non, il disait que c'était plutôt dans les années. Maintenant, on est plutôt dans les années 2000, 90-2000. Mmh. Dans le style et dans le. Ouais. Ces caméras et tout ça, c'était quand même plus dans les années 2000. Mmh. Ces premières caméras numériques, Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, tu- ouais, ouais, les premières ouais, photos, tu ouais, vois, on est un peu dans ce ouais, mélange. ouais, ouais. Ça me fait rire. Mais le vinyle revient en force quand même, hein? Ouais, le vinyle, petit à petit, Ouais. il reste. Je sais pas s'il revient vraiment en force, mais en tout cas, il continue Ah ben sa oui, route, oui. quoi. Là, je Il voyais des continue sa route. magasins, à Osaka, qui ont du vinyle maintenant qu'il n'y en avait pas. C'est Et marrant. ouais, ouais, quand même, hein. Et ils vendent ça relativement cher. J'étais surpris, heu, parce qu'il y a une authenticité dans le son aussi. Mais bien sûr. Puis je disais, moi, je regardais beaucoup et je trouvais ça intéressant, l'argentique. Et j'ai écouté deux, trois interviews de jeunes qui disaient, mais pourquoi l'argentique? Et puis justement, bah, revenir à une authenticité, une photo pas instantanée, tu peux pas la voir tant que tu l'as pas développée. Donc ça recrée une nouvelle approche. Est-ce que ça serait une mode court terme ou pas? Je sais pas.
Je pense qu'il y aura toujours les gens qui seront intéressés par ça, puis d'autres non. Mais je crois que, je pense que ça va rester tant que les appareils existent, tant qu'on produit. Bon, ça, ce qui devient difficile maintenant, c'est de trouver des films, peut-être. Tu sais, Non, non, Kodak, non, il y en a maintenant, encore. Ah oui, il ils y en en a refont. encore. Ouais, ils en Ouais. font encore, bien sûr. Ah ouais, ouais. Bien sûr, ils en font encore. Et maintenant, il y a toute une phase de recyclage de vieux, des appareils photo de mes parents, Hmm. des anciennes générations qui se retrouvent sur le marché et qui retrouvent une deuxième vie Ouais, à ouais, être. ouais. Mais du coup, le prix, maintenant, Bah, c'est ça, oui. C'est il comme a. les vieilles voitures. Là, je regardais l'autre jour sur un. Parce que j'ai rencontré là où je vais au sport, un Japonais, je le vois, il se met au parking avec une R4, Ok. Renault 4, un vieux truc. Bah, Je reviens une Renault 4, c'est génial, vous l'achetez où et tout. Il me dit, ma bagnole, elle a plus de 150 000 km. mhm. Mais il n'y a rien, Renault 4, hein, t'as rien, t'as un changement de vitesse, accélérateur, embrayage, terminé. Et ça vaut une fortune aujourd'hui, hein. C'est fou, hein. Ah, ils vendent ça, mais j'étais scié, quoi. Je vais m'acheter une voiture, une vieille, tu Puis sais. toi, une Renault 4, personne n'en voulait. Enfin, Bah, c'était la voiture. t'as pas de clim dedans, t'imagines? Oh là là, C'est pas que personne n'en voulait, mais c'était la voiture de Monsieur Tout le ah Monde. bah oui. C'est. Moi, j'ai vu une Ami 8 aussi, tu sais, les vieilles Ouais. Citroën. Il y en a, mais bon, c'est vrai que c'est hyper cher. J'ai un copain qui roule dans une vieille Volvo des années 80, truc, hein, la vieille break, là. Ouais. Mais il me dit, donc, il a un garagiste qui, lui, s'occupe de sa voiture. Et donc, il se débrouille pour avoir toutes les pièces au cas où. Parce qu'il me dit, il n'y en a plus. Ah bah Il ne bien trouve plus sûr, les ouais. pièces. Donc, il essaie de les importer parce qu'il n'y en a plus. Mais sa voiture, elle a 60 ans quasiment, là. Tu vois, et elle roule. Non, non, qu'est-ce que je dis? On est en 2025. Mais non, non, non. 30 ans. Non, 35. moi, ouais, les années 80, Oui, 90, oui, oui. les cubes, Voilà. les Oui, Volvo oui, oui, en format cube. oui, oui. Ah, elles sont classe. Sont marrantes, sont drôles, Ouais. ces Volvo. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Ben, un peu tes projets futurs. Tu as deux, trois projets en cours, deux, trois. Qu'est-ce que tu as encore dans le. Donc là, bon, là, pour finir l'année, là, j'ai quelques expos qui arrivent. J'en ai eu une en octobre, une en septembre, fin octobre, début novembre, et puis un event à Nagoya. C'est pour finir l'année. L'année prochaine, j'ai vraisemblablement une résidence d'artiste au Népal. Ok. Donc Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas au Népal voilà, je vais passer un exposer. mois. Non, c'est une résidence d'artiste, je vais travailler là-bas. Ah, tu vas C'est-à-dire que j'ai travailler. Ah, atelier. résidence, ok. Donc j'en avais fait une aux États-Unis, dans le Vermont. Ça s'appelle le Vermont Studio Center. C'était vraiment une superbe expérience pendant un mois. Et là, donc là, je devais la faire cette année, mais comme je suis parti en France pour l'expo, en juin, ça faisait trop de déplacements. Puis en septembre, j'ai trop pris. Donc ça va être pour l'année prochaine. Donc ça, c'est aussi un projet qui m'intéresse. Travailler dans un. Donc c'est un monastère, un grand monastère qu'ils ont reconditionné en atelier Mhm, d'artistes. mhm. Donc il y a ça c'est l'année prochaine. Je vais préparer ça avec beaucoup d'intérêt, puis travailler aussi, travailler avec des matériaux sur place, avec les villageois, faire un travail comme ça avec les gens sur place. Et ça dure combien de temps? Là, je vais rester un mois. Un mois. Un Tu mois. prends ton matériel, tu prends quelque Je chose, prends rien. ou tu prends rien, Non, tu vas à la non, découverte, voilà. la rencontre. L'idée, c'est d'utiliser du matériel sur place. Ok. Et j'ai un ami artiste à Katmandou que j'ai rencontré aux États-Unis, dans le Vermont, pendant cette résidence d'artiste. Et donc là, ma femme y était l'année dernière pour un trekking. Et donc, on va se rencontrer là au mois de. Il te rejoint aussi au Népal? Ben, il habite au Népal, c'est un Népalais. C'est un C'est un Népal, ok. Népalais, un artiste népalais. Et donc, on va se retrouver là-bas. Et puis, voilà, on va partir peut-être ensemble sur cette résidence. Je ne sais pas s'il viendra avec moi, mais en tout cas, moi, je vais la faire. Et donc, l'année prochaine, normalement, juin, pareil, je pense retourner faire une autre expo à Bordeaux. Et puis, pour le reste, on verra. J'ai 2, 3 commandes en route. Bon, on se réjouit Voilà. Écoute, de suivre tes 20 aventures. 2026. Je mettrai de toute façon dans le lien Oui, descriptif tous tes liens, ton site, où on peut te suivre. Tu me oui, bien donneras sûr, oui. aussi Oui.
Il faudrait peut-être que tu me redonnes aussi quelques adresses de tes galeries Oui, où on peut trouver ton travail. Je d'accord. mettrai aussi le Ritz, enfin, tout où on peut plus ou moins trouver ton travail Oui, et comment on peut te contacter avec également. plaisir. On peut te contacter comment? Plutôt sur Instagram, Ben, Instagram, j'ai LinkedIn, aussi tu as LinkedIn aussi, aussi, aussi. voilà, c'est à peu près les 2. Autrement, bah, WhatsApp, enfin le truc habituel quoi. Ok. Sinon j'ai mon site, voilà, c'est le plus simple. Via ton site, via Voilà, Instagram, via LinkedIn, oui, si vous oui, voulez le oui, voir, le oui. rencontrer. Donc, on est à Takarazuka. C'est au nord d'Osaka, Oui, plutôt, nord, près à une demi-heure d'Osaka? une demi-heure d'Osaka. Oui, Umeda, une bonne demi-heure, oui. Voilà, juste à côté de la forêt, donc c'est Oui, on peut bel, hein, partir faire des balades d'ailleurs. c'est vrai, c'est un bel endroit. Oui, Voilà, très bien. merci Ben, à merci à toi. toi Sébastien. Allez, à un prochain épisode. À bientôt. Ciao, merci. Salut. Ciao, ciao. Encore mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et comme toujours, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!